Merci d'être resté à notre compagnie pour la seconde partie de Regard croisé. Le groupe djihadiste Boko Haram exige de lourdes rançons après l'enlèvement de Tchadiens au Niger. Alors, Adam, dans quel contexte la prise d'otages a eu lieu? Non, d'abord, il faut dire que prenez la situation géographique d'abord des deux pays. Le Tchad et le Niger sont des pays frontaliers. Et beaucoup de mouvements, surtout terrestres, se font entre ces deux pays-là. C'est monnaie courante. Et lorsque vous prenez, en tout cas, la capacité opérationnelle du groupe Boko Haram, même si ils ont connu ces dernières années beaucoup d'échecs liés à la montée en puissance et la stratégie opérationnelle de l'armée, surtout tchadienne, ils ont eu véritablement donc des défaites. Mais, je le dis souvent, vous prenez de ces groupes-là, ils ont une capacité de régénération pas possible. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous semblez pouvoir donc les fragiliser, mais au regard de cette capacité de régénération, ils arrivent véritablement donc à opérer sur des parties que vous semblez contrôler. C'est ce qui est advenu. Puisque ce sont des mouvements terrestres que ces gens-là menaient du Niger vers le Tchad. Donc ce sont des citoyens tchadiens qui, lorsque vous prenez le médecin, il est allé pour des études, etc., au Niger. Donc, il rentrait parce qu'il avait eu un deuil au Niger. De la même façon. Au Tchad. Au Tchad. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été pris. Donc, quand bien même que c'est un corridor bien sécurisé, aussi bien par le Tchad que le Niger. Donc, vous convenez que, d'abord, étant donné que Boko Haram, pour la plupart du temps, ne sont pas des gens étranges qui viennent d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont au sein des communautés et qui connaissent véritablement des mouvements et qui connaissent également, en tout cas, les positions des armées et savent où ils peuvent donc frapper. Et donc, c'est ce qui est advenu. Et malheureusement, ces gens-là sont aujourd'hui des otages et un en a perdu la vie. On parle de 7 otages, un égorgé. Voilà. Est-ce qu'il y a des preuves de vie des 6 autres? Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on demande donc des rançons, ça vous dit quand même qu'il y a une preuve de vie. Et cela a été fait, en tout cas, s'il y a eu un qui a été égorgé, même si moi je n'ai pas visualisé de vidéo le concernant, c'est un avertissement pour dire que si vous ne faites pas vite, en tout cas les autres que nous avons peuvent subir le même sort. Donc il faudrait donc faire vite pour qu'on les libère. On parle des centaines de millions de francs CFA. Pourquoi la rançon est si élevée dans ce cas-ci? Oui, déjà, je présente mes condoléances, puisque déjà, on parle d'un égorgé, ça veut dire que c'est un deuil pratiquement national, si on peut le dire ainsi, parce qu'il s'agit de l'atteinte à la vie d'un citoyen. Et vraiment, je pense aujourd'hui que on doit réfléchir à verser la rançon pour faire libérer les autres, parce que bon, plus d'une centaine de millions, c'est vrai que c'est beaucoup, mais ce n'est pas trop pour un pays. Et l'État a quand même la lourde tâche de protéger les citoyens, peu importe où ils se trouvent. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Et quand on sait très bien qu'aujourd'hui, le groupe islamique Boko Haram est fragilisé du côté du Nigeria par les frappes et autres là, bon, aujourd'hui, ils sont en train de chercher des solutions de secours. C'est une migration. Oui, c'est une migration. C'est une migration. Ce sont des gens qui opèrent de part et d'autre, et donc ils ont des groupuscules un peu partout qui agissent à leur nom. Ce n'est pas forcément ceux qui sont du côté du Nigeria qui ont traversé tout le Tchad pour venir au Niger, mais ce sont des groupuscules qui s'organisent, et Adam vient de le dire, ce sont des gens qui vivent au sein de la population et qui connaissent les mouvements, savent comment les gens se déplacent, agissent, tout cela, et donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'arriver à s'en prendre à ces personnes-là. C'est très malheureux ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi moi je dis toujours que les frictions entre États, surtout à cette époque-là, doivent disparaître, parce qu'on est face à un danger, un grand danger. C'est vrai, Boko Haram existe depuis longtemps, mais à un moment donné, les gens pensaient que ça n'arriverait qu'au Nigeria et puis au Tchadien, puisque le groupe opéra beaucoup plus dans le bassin du lac Tchad. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça atteint aussi d'autres zones. Donc la situation est très compliquée, et je pense que eux, ils sont beaucoup plus dans la négociation. 100 millions, après peut-être la négociation. Autour de 500 millions cette fois-ci. Voilà,
100 millions, après ils peuvent redescendre la barre. Oui, bien sûr, il s'agit d'une question de négociation, surtout avec un État. Il faut monter la barre très haute pour essayer d'obtenir quelque chose, mais ce sont des gens qui sont très intransigeants. Et si jamais on n'arrive pas à verser cette rançon-là, ce rançon plutôt, on pourrait voir les autres aussi périr dans les mains de ces bandits-là. Fabrice, qui sont leurs interlocuteurs? Oui, moi je voudrais m'interroger un peu sur le dilemme, la problématique de la question liée aux rançons qu'on doit verser sur... pour faire libérer les otages. Pour faire libérer des otages. C'est un peu complexe, puisqu'en même temps, vous payez la rançon, indirectement vous encouragez encore le phénomène, puisque finalement c'est l'objectif, c'est rentable et autres. Mais vous ne la payez pas, également vous risquez de perdre des vies. Je crois qu'il faut mener une réelle réflexion pour voir si à un moment donné, il ne faudra pas peut-être... je dirais pas, c'est pas pour choquer les familles, mais casser les omelettes pour ne pas avoir, être obligé de... C'est difficile. C'est très difficile. Non, certains pays ne négocient jamais. Oui. Disent ou alors, jamais mais avec oui, comme vous le terroristes. dites, ils ne négocient jamais, mais en réalité, ils négocient en sourdine. Ils disent. Ils ne veulent pas communiquer autour pour ne pas donner, donner l'occasion à d'autres de s'organiser également pour se lancer dans cette affaire. C'est vraiment très complexe. Et vous posez bien la question, qui sont les interlocuteurs et les montants fixés, comment on les paye. Alors, est-ce que c'est un peu comme à l'époque on suivait dans les films western où on met l'argent dans un sac, on dépose d'un point A à un autre, ou c'est quoi, c'est un virement. La plupart du temps dans un parc. C'est dans les films des western. virements qui vont se faire. C'est vraiment ça, voudrait dire, ce montant-là, il faut être plus ou moins bien organisé pour pouvoir l'encaisser. Et donc, ça suppose qu'à un moment donné, je crois qu'il doit y avoir des organisations très parfaites autour de ces groupes-là qui gèrent cette manne financière-là qui arrive. Et là, c'est un peu ça aussi le problème à notre niveau pour un géant comme le Nigeria, qui s'il était un pays bien organisé, parce que déjà sa population c'est un atout, ils sont nombreux, ils ont les richesses naturelles, ça aurait pu être. Sauf que la situation actuelle, ce n'est pas au Nigeria, c'est entre le Niger et le Tchad. Oui, en fait, mais c'est parti, c'est une gangrène qui est en train de s'étendre au niveau de la sous-région. Ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi à démanteler le réseau à la base. Et donc aujourd'hui, c'est devenu comme un cancer qui atteint tous les autres organes du corps. Et là, la question, c'est très délicat, ça pose un problème d'insécurité. Et comme le disait Adam tout à l'heure, ce n'est pas des groupes organisés qui peuvent être distinctifs. C'est-à-dire que vous êtes là, vous discutez avec quelqu'un, mais c'est un terroriste, mais vous ne le savez pas. Ce n'est pas, c'est un peu ça la difficulté par rapport au combat qu'il faut mener à ces groupes-là. Mais maintenant, la question de comment on discute avec eux et à qui on verse la rançon, je crois que ça devrait être quand même des éléments qui pourraient permettre de mener des enquêtes minutieuses pour voir quelle est vraiment la racine de ce groupe. Est-ce que l'ambassade du Tchad a pris des mesures réactives après l'enlèvement de ces Tchadiens Non, la question n'est plus au niveau de l'ambassade, ça va au-delà. Je pense que ce sont les États qui sont aujourd'hui concernés. Ce qui est là, bon, bien évidemment, de toutes les façons, nous savons que l'ambassade prendra des dispositions, mais la question telle que posée aujourd'hui va au-delà de l'ambassade. C'est une question pratiquement étatique, même si les familles eux-mêmes savent qu'en attendant la réaction de l'État, eux-mêmes s'organisent déjà. Les structures, oui, ils s'organisent déjà pour, en tout cas, rassembler les fonds. Fabrice le demande, qui paye la rançon? Est-ce que c'est l'État tchadien ou ce sont les familles qui devraient s'organiser? Non, de toutes les façons, la question fondamentale aujourd'hui, l'objet, c'est la libération de ces hommes-là. Et comme je l'ai dit, les familles elles-mêmes s'organisent. La famille professionnelle du médecin s'organise déjà pour mobiliser les fonds. Mais jusqu'alors, en tout cas, l'État ne s'est pas encore prononcé sur ce que serait véritablement dans cette question. Mais eux, ils s'organisent quand même pour rassembler les fonds parce que la famille, vous savez, l'État peut prendre des dispositions d'aller frapper. Vous connaissez l'armée tchadienne. Elle peut décider aujourd'hui de ne rien verser, mais de frapper fort
Et bon, en tout cas, les Tchadiens qui sont aujourd'hui retenus en otage mais l'essentiel, c'est de stopper, en tout cas, la gangrène. Tu vois l'État tchadien frapper, comme Adam le dit, au lieu de payer la rançon? Oui, bien sûr. 500 millions. Si le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, a été tué au front, ça veut dire que ce sont des gens qui sont prêts à tout. Hein. Ce sont des gens qui ne baissent pas la garde rapidement. Et donc, cette situation où aujourd'hui, on ne peut pas véritablement se prononcer sur les prochains actes que peuvent poser les dirigeants tchadiens. Ils peuvent décider de perdre 7 citoyens et puis, voilà, d'annuler le phénomène tout de suite. Et ou bien verser la rançon et encourager le phénomène. Fabrice vient de le dire, parce que si aujourd'hui vous versez cette rançon-là, ça veut dire que demain, ils vont encore arrêter d'autres personnes, ils vont encore séquestrer d'autres personnes. Et de jour en jour, vous allez dépenser de l'argent pour faire libérer les citoyens. Bon, parfois, il faut... on parle d'une vie humaine, des vies humaines, mais pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Et donc parfois, il y a certaines décisions qui sont très difficiles à prendre, mais il va falloir la prendre quand même. Et pour moi, il ne faut pas verser cette rançon-là. Ça contribuerait à encourager ce genre de groupe. Si ils ont des mécanismes pour faire libérer les concitoyens arrêtés, alors là, qu'ils le fassent, mais s'ils ne peuvent pas le faire aussi, qu'ils frappent tout le monde et puis voilà, on n'en parle plus. Alors, le groupe laisse donc transparaître un regain d'activité dans le Sahel. Le Sahel, une région qui a concentré pour la 3e année consécutive en 2025 près de la moitié des décès liés à ces violences dans le monde, selon le dernier indice mondial du terrorisme publié en mars dernier. Que faire au Niger, au Tchad pour juguler la question du terrorisme? Oui, je crois que pour résoudre, c'est à un niveau étatique. Tout à l'heure, on parlait, est-ce que l'État ne cède jamais à un chantage, puisque... c'est de ça qu'il s'agit. Oui, un État sérieux, même si peut-être qu'il peut négocier en douce, mais l'État ne peut jamais céder à ce chantage. Mais les familles, c'est encore plus proche. On se sent beaucoup plus. Mais je ne sais pas comment ils peuvent... Bon, peut-être que ça peut arriver à un coût plus ou moins abordable pour la famille professionnelle et la famille biologique. Pas 500 millions en tout cas. Oui, parce que tout est possible. Vous prendrez ça où? Vous retirez ça sur des comptes en banque ou on vous demandera Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que le groupe connaît le coût de la vie au Tchad qu'il a fixé le montant aussi élevé? Oui. Ça peut être ça, mais comme il monte les enchères, ça va forcément descendre. À un moment donné, comme on le dit, même si les familles décident de payer à ce montant-là, ça va être difficile. Je ne sais pas quel est l'État qui va accepter. Et toi et moi, nous savons que même quand tu vas prendre ton propre argent sur ton compte, on te demande de justifier. Ça pourquoi faire. Et l'idée derrière, c'est d'éviter de financer le terrorisme. Alors donc, vous n'allez pas aller faire un retrait comme ça pour dire que c'est pour aller payer une rançon. C'est une manière indirecte de financer le terrorisme. Et donc, je crois que pour l'État, il n'y a pas de raison qu'on cède au chantage. Mais l'État vous dira qu'il prendra toutes les dispositions pour libérer, protéger ses citoyens. Ça passe par peut-être des sacrifices, fort possible, mais au niveau de famille, ils utiliseront d'autres moyens peut-être pour voir dans quelle mesure ils peuvent obtenir. Ça va durer. Hein? On a eu une situation comme ça au Niger où un Togolais faisait partie des otages. Pour un temps, ils ont été libérés. Est-ce que la rançon a été payée? On n'a rien donné. C'est ce qu'on a dit officiellement. C'est ce qu'on a dit. Mais comment lutter efficacement aujourd'hui contre le terrorisme dans ces régions? Donc, alors, je crois que ça va être une lutte... ça doit être une synergie au niveau de beaucoup de pays. Parce que d'un pays à un autre, s'il n'y a pas des mesures qui sont prises, c'est pour cela aujourd'hui, on regrette un peu parfois la tension entre les chefs d'État des pays frontaliers. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, ça peut donner l'impression comme si ces groupes-là, si on les chasse d'ici, on peut... se réfugier de l'autre côté. Mais s'il y a des actions coordonnées au niveau de tous ces pays-là, à un moment donné, je crois qu'il peut arriver à un moment donné où l'État peut se resserrer autour de ces groupes-là. Mais sans cela, un seul pays ne peut pas à lui seul prétendre venir à bout du terrorisme. Voilà. Oui, Adam. Je crois que pour ajouter un peu du lot moulin de ce que venait de dire Fabrice, c'est là où moi je suis un peu contre la stratégie ou la stratégie de choix
des pays de l'AES, notamment par exemple le Niger, qui s'est retiré de la force multilatérale mise en place pour lutter en réalité contre ces groupes-là. Il s'est retiré quelque part. On peut aujourd'hui attribuer, en tout cas, la fragilisation de l'opérationnalisation de ces forces-là qui a permis en réalité de pouvoir arriver à prendre dans ces otages-là. S'il faisait partie de la force, je pense que la coordonner l'action pour arriver à parer, et en tout cas au mal, pouvait être beaucoup plus efficace que de se retirer. Ça voudrait dire quelque part que la stratégie... Adam, il n'y avait pas eu ces prises d'otages lorsque la force était mise en place? Non, je dis, ça dit que je parle de l'efficacité. Si normalement le Niger ne s'était pas retiré, plus ou moins, c'est vrai que ce n'est pas une solution, en tout cas à 100%, mais cela pourrait permettre, en tout cas, depuis des lustres, nous avons vu, lorsque ces pays-là qui ont mis en place, nous avons vu que ça a beaucoup fragilisé. Le Niger s'est retiré, mais a créé l'alliance des États du Sahel avec 2 autres pays, le Burkina Faso et le Mali. Oui, bien évidemment, mais les frontières que défendent ces pays-là sont assez différentes. Or, le mal vient d'ailleurs, et nous avons dit, parce que lorsque vous prenez les analyses, on a dit aujourd'hui la grande faiblesse des pays de l'AES, et au lieu de s'attaquer aux autres pays, c'est au niveau des 3 frontières qui partagent ensemble. Ouais. Gabin, lutter efficacement contre le terrorisme. Oui, c'est le manque d'harmonisation qui permet à ce phénomène-là de prospérer, et surtout que bon, il y a des frictions entre les États. On crée des organisations aujourd'hui, demain bon, on se sépare, et puis après, vous savez que les terroristes sont des gens qui attaquent de part et d'autre des frontières. Ils attaquent ici et puis après se réfugient de l'autre côté des frontières. C'est pratiquement la même chose qui se produit entre le Mali et puis l'Algérie aujourd'hui. Vous voyez un peu, et un peu partout, que ce soit le Togo et le Burkina Faso, c'est un peu partout. Mais il y a aujourd'hui une certaine corrélation en matière de défense entre le Togo et le Burkina Faso, ce qui fait que quand les terroristes frappent, c'est très difficile pour eux d'arriver à rebrousser chemin d'un côté ou de l'autre. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut aller vers une synergie d'action pour permettre de lutter efficacement contre le terrorisme, parce que ce sont des gens, on en parle tout le temps, on dit que c'est une nébuleuse et tout ça, mais ce sont quand même des êtres humains. On peut arriver à les contrecarrer si tant est qu'on a la volonté. Et les frictions entre les dirigeants, ajoutées à la porosité de nos frontières, parce qu'entre-temps, j'ai écouté Tiani dire que non, les frontières du Bénin sont poreuses, alors que lui-même, chez lui, c'est pas du tout fameux. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que bon, la situation ne peut fonctionner mieux que si on arrive à s'entendre et créer une ceinture pour arriver à protéger nos frontières. Une courte pause pour parler après du Togo.